Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Alexis Bouchard. Il est secrétaire national des jeunes socialistes. Il est à nouveau avec nous. Je dis à nouveau parce qu'il a fermé la campagne des élections européennes vendredi dernier. Mais là, voilà, l'actualité se précipite, l'actualité politique. Et on a décidé de parler ce matin de cette actualité politique importante à gauche. Bonjour Alexis Bouchard. Bonjour Stéphane Hamon, merci de m'accueillir. Alors, les petits yeux ce matin, on a compris qu'il y avait beaucoup de tractations, que voilà, il fallait être en ordre de marche, sans jeu de mots, pour les échéances électorales qui vont venir très vite. Le 30 juin, c'est dans à peine 15 jours. Et puis le 7 juillet, on enchaînera avec le deuxième tour. Est-ce que finalement la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale a pris tout le monde de court, y compris les forces de gauche ? Elle a pris tout le monde de court, vous dire le contraire, ce serait mentir. Enfin, pour vous faire le déroulé de notre séquence ces derniers jours, en l'occurrence la fin de la campagne européenne et le soir des résultats dimanche soir, nous étions rassemblés, en tout cas pour nous autres militants socialistes, en tout cas pour ma part d'Ille-et-Vilaine, au siège du PS rennais, donc voilà, à Rennes avec les militants. On a suivi évidemment les résultats des élections européennes et je voudrais commencer par là en remerciant les militants et en remerciant les électeurs, voilà, de nous avoir porté en tête à gauche et avec un score plus qu'honorable pour le Parti Socialiste, puisque notre parti double ses sièges et même au-delà emmène 13 eurodéputés au Parlement européen depuis de ce dimanche. Donc c'est franchement une victoire et une satisfaction de notre campagne qui a été une campagne de conviction, une campagne de passion, une campagne de conviction qui a porté et qui a aussi beaucoup évoqué le sujet de l'élection qui était le sujet de l'Europe puisque nous étions sur une élection européenne. Maintenant, voilà, effectivement, l'ambiance était joyeuse pendant 3 quarts d'heure, en fait, de 20h à 20h45, entre guillemets, même si évidemment nous ne nous réjouissions pas du score du Rassemblement national qui était évidemment très haut, qui est très haut, à 32% si je ne dis pas de bêtises. Et puis là, cette annonce aux alentours de 20h30, Emmanuel Macron va prendre la parole, va faire une allocation à toutes les Françaises et les Français. Et là, on se met à un peu prendre nos paris, à savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que le président de la République va nous dire. Alors chacun y va des siens, mais en tout cas, chez les militants socialistes rennais, on était loin d'imaginer la dissolution. On pensait potentiellement à un remaniement ministériel, la démission de Gabriel Attal, peut-être l'annonce d'un référendum, mais on se demandait pourquoi, sur les sujets du Rassemblement national, sur l'immigration, sur la sécurité, sur autre chose. On pensait potentiellement une grande annonce sur potentiellement la reconnaissance de la Palestine, pour prendre aussi tout le monde de court sur ce sujet-là. Bon, mais voilà, à 20h45, 21h, la prise de parole, la nouvelle, et effectivement, la surprise. L'ambiance a très vite changé dans tous les états-majors de tous les partis, en tout cas au PS y compris, et puis passé, disons, l'incertitude et les quelques minutes de flottement, les téléphones étaient déjà en train de chauffer et nos esprits déjà combatifs pour nous atteler à cette tâche qui n'est pas simple, mais qui est celle d'avoir une majorité de gauche dans maintenant moins de 3 semaines. Il nous reste moins de 20 jours pour y arriver, et en l'occurrence, nous avons, nous, jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine, pris l'initiative, à peine Emmanuel Macron avait-il annoncé la dissolution, de nous regrouper, nous rejoindre, nous parler, nous voir avec les autres organisations de jeunesse de gauche d'Ille-et-Vilaine. Et c'est là que, assez naturellement, non pas seulement pour se voir, mais aussi pour effectivement parler de la suite et parler de cette stratégie, parce qu'il était naturel pour tout le monde de se retrouver et de comprendre qu'on allait partir ensemble malgré que la campagne des européennes était difficile et que des choses ont pu être dites, surinterprétées. Je le disais la semaine dernière, cette campagne a été pour nous qui avons été victimes de calomnies, d'un certain nombre de candidats, y compris même à gauche. Ça nous a paru naturel parce que l'urgence était telle de nous rejoindre et de nous retrouver. Et de manière symbolique, nous nous sommes retrouvés sur ce lieu qui est le Café des Champs Libres à Rennes, qui était le QG des soirées électorales de l'Union de la gauche en 2022. Donc c'est un petit peu un retour aux sources, si je puis dire, même s'il n'est pas total dans les faits. Et on va en parler, notamment sur les tractations entre les partis de gauche pour parvenir à cette majorité. Mais j'imagine que vous avez plein de questions en la matière et qu'on aura peut-être
pas assez de temps dans cette matinale pour en parler. Forcément, on va manquer de temps. Alors, passer le coup de tonnerre, hein, c'est ce que vous disiez, Alexis Bouchard, la mobilisation, faire face au Rassemblement national avec ce message envoyé par les électeurs qui ont envie de tourner la page, qui ont envie d'une autre politique, qui ont envie sans doute qu'on les écoute. Beaucoup de partis politiques font leur autocritique en disant voilà, on n'a peut-être pas su entendre, on n'a peut-être pas su écouter, on a peut-être opposé les campagnes aux métropoles. Donc il y a un vaste chantier sur la table. Là aussi, il y a une forme d'autocritique à gauche, il y a une forme d'autocritique au PS en disant on a raté une marche, on a raté quelque chose. Évidemment, et nos mesures, nos programmes et voilà, ce terrain que nous arpentons depuis maintenant des années, des mois pour essayer de reconstruire quelque chose à gauche et en particulier au Parti socialiste montre que on est à la page entre guillemets et on compte bien changer la vie des gens, y compris même ceux qui ont été déçus, et on le sait, par des gouvernements qui, je le dis, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas des ministres, des soutiens, des parlementaires, des députés, se retrouvent aujourd'hui, il faut le dire entre nous, dans la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, et ces gens-là sont, si vous voulez, sont dans un ancien temps, mais font de la politique comme dans l'ancien temps. Or, voilà, le pas est pris maintenant de nouveautés, d'une autre façon de faire la politique, d'être plus à l'écoute des citoyennes et des citoyens. Et donc, ça nous a paru naturel déjà de nous rassembler, je le disais dimanche soir, mais encore plus parce qu'il y avait une attente effectivement de ce peuple de gauche et même des citoyens, des Françaises et des Français en général, de se rassembler entre guillemets contre l'extrême droite et par peur de se dire il va falloir parler, faire un projet de rupture pour véritablement parler aux gens et répondre aux questionnements des gens, que ce soit sur le pouvoir d'achat, le travail, la santé, les services publics, l'éducation, la sécurité. L'urgence climatique évidemment, et donc nous étions lundi soir plus de 5000 places de la mairie à Rennes. Je sais aussi que dans toutes les villes de France il y a eu de larges rassemblements contre l'extrême droite et pour un front populaire, et quand on dit front populaire on parle évidemment de front républicain pour sauver la République. Il y a vraiment un enjeu là d'ici la fin du mois à sauver la République, et je le dis sans demi-mesure si je peux me permettre. Les syndicats et l'intersyndicale aussi s'organisent, parce que quand on parle de front populaire on parle pas seulement d'union des appareils, des partis de gauche politiques, entre guillemets, mais on parle aussi d'un véritable sursaut des ONG, de la société civile, des associations, des citoyens, des syndicats. Ils étaient présents en nombre hier à Rennes et partout ailleurs en France. Il y a d'ailleurs des manifestations contre l'extrême droite qui s'organisent ce week-end, et évidemment nous serons dans tous les cortèges. Mais pour vous dire, pour revenir un peu à votre question, dès dimanche soir, en fait, il y a des dizaines de jeunes qui, localement et partout en France, je sais que c'est la même tendance, la même ambiance, des dizaines de jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui ont poussé, ne serait-ce qu'un quart d'heure après l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron, la porte du siège du Parti socialiste à Rennes. Je sais que c'est le cas ailleurs aussi, mais dans tous les partis républicains, en nous disant comment on peut aider. Et en fait, il y a toute une logistique à mettre en place actuellement dans la campagne qui se prépare pour, disons, dresser les uns et les autres pour faire une campagne efficace, mais surtout pour faire de l'espoir de ceux qui ont été méprisés depuis ces dernières années par la politique de Macron et tous ceux qui les ont soutenus dans les gouvernements précédents, à véritablement faire d'un changement de leur vie, d'une amélioration de leur vie, la réalité quotidienne de leur vie. Et donc c'est là-dessus qu'on va s'engager dans les prochaines semaines, et c'est là-dessus qu'il faudra compter sur toutes les forces vives de nos territoires, que ce soit, je le disais, dans la société civile, dans les partis, dans les syndicats, dans les associations, dans les ONG. Alors, la claque a été rude, hein. On a vu la Bretagne se teinter en bleu. On avait parlé de ce sondage ici, à Bretagne 5, qui donnait environ 29% d'intention de vote possible pour le RN. Alors, on vous doit la vérité. Beaucoup de gens nous ont écrit en disant oui, c'est pas normal, faut pas donner ce type de sondage. Je précise, il s'agissait d'un sondage de l'information. Et hélas, là aussi, en promenant le micro sur le terrain, on s'est aperçu qu'il y avait une attente. Souvent, on nous a dit, la gauche nous a déçus, la gauche nous a abandonnés. Il va falloir, j'allais presque dire, retourner le message aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et je vous le disais, on avait des mesures en ce sens au cours des élections européennes. Et en l'occurrence, notre campagne a montré, y compris même en Bretagne, qu'il y avait, de la part des Bretons et de la part des Françaises et Français, une attente et en tout cas une envie de voir notre programme appliqué. En l'occurrence, sur
pour répondre à la question sur on se sent un peu oublié, on se sent un peu méprisé. En fait, on comprend totalement cette colère et elle est issue directement de la politique d'Emmanuel Macron. Je le disais, quand on fait la loi immigration avec le Rassemblement national, quand on fait la retraite à 64 ans, quand on fait la réforme de l'assurance chômage, quand il y on avait une préfère... violence finalement. Il y a une violence. Et nous, on proposait effectivement un bouclier rural pour permettre à avoir des services publics sur nos territoires, en tout cas les maintenir, mais surtout augmenter leur implantation et leur permettre d'être accessibles à toutes et à tous sur des hôpitaux de qualité, pour savoir faire la poste, des choses vraiment de base, mais aussi même sur la sécurité, des nouvelles casernes de gendarmerie, etc., etc. Bref, des sujets qui parlent aussi et des sujets sur lesquels on est en attente et sur lesquels on a déçu. On a des propositions et je vous l'assure, ici à ce micro, je sais pertinemment qu'il y a des tractations au niveau des partis politiques, en tout cas à gauche, pour faire une alliance la plus large possible et nous permettre d'avoir une majorité demain au Parlement européen pour contrer tous ceux qui ont déçu les petites gens, les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, les retraités, les précaires dans ce pays. Pour dire aussi que quelque part... l'extrême droite est une impasse et que l'alternative aujourd'hui à Emmanuel Macron et à tous ceux qui vous ont déçu quelque part, c'est nous, c'est la gauche. Et on est très au fait de tout ce qui se passe dans le pays. Je sais que même si les temps sont courts et que la campagne sera intense, nous aurons un programme, et en tout cas des combats communs qui seront à même susceptibles aujourd'hui de trouver une majorité dans ce pays. On va travailler pour ça, évidemment. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour... faire des belles paroles, mais je veux pas m'avancer évidemment parce que aucun accord est signé, mais a priori il y a un plébiscite pour que l'on propose aux Françaises et aux Français la retraite à 60 ans et en tout cas l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, je vous disais plus de services publics sur nos territoires et notamment en milieu rural, prendre le pas de la bifurcation écologique avec peut-être un investissement dans les renouvelables et en tout cas aider tous ceux que l'on peut à prendre ce pas et non pas en méprisant justement ceux qui n'y arriveraient pas à prendre ce pas de la transition écologique. Je pense notamment à nos agriculteurs, nos producteurs, nos pêcheurs. Il y aura un consensus pour leur proposer des prix planchers, des mesures miroirs pour empêcher en tout cas que la concurrence déloyale les dépasse et puisse acter quelque part la mort de la campagne française, de l'agriculture française. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels nous sommes d'accord, nous sommes au front et vous allez voir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ce programme commun qui va arriver sur la table, il sera celui qui permettra d'avoir une majorité dans ce pays contre Emmanuel Macron et face à l'impasse de l'extrême droite, c'est important de trouver cette majorité. Alors, il y a deux sujets qui ont marqué la campagne. On l'a vu, souvent les instituts de sondage ont posé la question qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ? La réponse des Français et même des Bretons, pour le coup, qui ne se sont pas forcément démarqués du reste de la France, qui ont dit voilà, c'est l'immigration, c'est le pouvoir d'achat. Et dans l'ordre, pour être tout à fait honnête, le pouvoir d'achat et l'immigration. Deux sujets sensibles, en tout cas un sujet sensible, si on parle de l'immigration. Comment se mettre d'accord avec, par exemple, le NPA, la France Insoumise, le Parti Socialiste, peut-être des formations aussi qui vont vous rejoindre, qui sont peut-être un peu plus centristes. Comment arriver à faire, permettez-moi le terme, il n'est pas élégant, mais le grand écart? Effectivement, vous avez raison de parler de grand écart, mais c'est un grand écart plus que nécessaire. Aujourd'hui, je vous le disais, plus qu'un front populaire, c'est un véritable front républicain qui s'organise à gauche et nous appelons évidemment toutes les forces qui le souhaitent. On leur dit qu'elles sont les bienvenues. Là, on ne parle pas effectivement seulement d'union de la gauche, on parle vraiment d'une union plus large pour permettre d'avoir une majorité républicaine dans ce pays, une majorité qui puisse changer la vie des gens et surtout qui puisse dévier, disons, des politiques néolibérales qui ont été menées par Emmanuel Macron. Et donc effectivement, vous avez raison de dire... C'est de sa faute tout ce qui arrive. Je pense que c'est de sa faute, effectivement. Depuis 2017, il nous fait comprendre qu'il est le barrage à l'extrême droite. En réalité, il a été le marchepied. On l'a vu aux élections européennes. Il n'a pas su faire baisser le Rassemblement national. Aujourd'hui, en tout cas dimanche soir, en proposant la dissolution, il dit clairement lui ou le chaos. Et quelque part, on ne sait pas s'il se demande, peut-être avec un malin plaisir, qu'il préférerait pas le chaos pour dire avec Emmanuel Macron, on vivait bien quand même, vous vous rendez compte, alors qu'on va être confronté à l'extrême droite, potentiellement Jordan Bardella, Premier ministre dans 3 semaines, qui va couper les radios libres que le Parti Socialiste a mis en place dans les années 80, à voter contre l'augmentation des salaires comme il l'a fait au Parlement européen, à se positionner contre l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte des droits fondamentaux comme il l'a fait au Parlement européen. Bref, toutes ces propositions, toutes ces mesures qui vont contre l'intérêt des gens, des petites gens, des
plus précaires d'entre nous que nous défendons bec et ongle, et c'est pour ça qu'on s'engage, et je vous dis qu'on est combatif et qu'on ne plie pas les armes, c'est-à-dire que il n'y a pas de fatalité au vote Rassemblement National, il n'y a pas de fatalité à l'extrême droite, et la majorité, en tout cas qui permettra le changement profond, c'est bien nous, le Front Populaire, le Front Républicain, l'Union à gauche. Et justement, pour revenir à votre question sur cet écart, effectivement, vous avez raison de dire que depuis hier, depuis ces dernières heures et encore aujourd'hui, des formations politiques vont nous rejoindre. Les dernières en date, on n'est pas sur la NUPES de 2022, LFI, PCF, PSELV, il y a le NPA, il y a un certain nombre de radicaux de gauche qui ont annoncé aussi leur soutien. Il y a l'ancien parti de Jean-Pierre Chevènement, aussi celui de Benoît Hamon, d'Arnaud Montebourg. Il y a aussi le parti de jeunesse Allons Enfants, qui est un parti centriste. Bref, c'est une union assez large. Et alors, comment faire entendre les voix de chacune et chacun dans cette alliance ? Eh bien, quelque part, l'urgence nous oblige à regarder les rapports de force des élections européennes, et notamment sur les questions internationale européenne, eh bien, effectivement, force est de constater que le Parti socialiste est en tête, de 4 points par rapport aux autres partis de gauche, certes, mais tout de même. Et donc, sur la livraison et la résistance, l'aide à la résistance ukrainienne, il va falloir être ferme et en tout cas, peut-être comprendre que nos positions sont celles plébiscitées en tout cas par l'électorat de gauche et ceux qui nous ont placés en tête sur effectivement sur la Palestine aussi. Sur la Palestine, on a des propositions communes. Il y a eu des mots très durs entre le PS et alors que en l'occurrence il y a eu des exagérations, des surinterprétations. On est tous pour la reconnaissance de l'État palestinien, on est tous pour un embargo sur la livraison d'armes à Israël, on est tous pour un cessez-le-feu immédiat et permanent, la libération de tous les otages au Proche-Orient. C'est la condition sine qua non d'un retour de la diplomatie sur le devant de la scène pour permettre à chacune et à chacun de pouvoir travailler sur la paix au Proche-Orient, mais je veux le dire partout ailleurs, sur les Ouïghours, au Congo, sur l'Ukraine, je veux dire, on est tous pour la paix, et en l'occurrence, sur les questions internationales, l'électorat de gauche a tranché, le Parti socialiste est en tête. On ne dit pas que on va faire l'hégémonie et qu'on va vous dire suivez-nous ou sinon on part tout seul. Évidemment, il y a un enjeu à ce que l'on soit ensemble, mais les tractations vont se tourner autour de ça. Donc j'ai pleine confiance en nos états-majors, en nos négociateurs, pour nous permettre d'avoir une majorité cohérente, en tout cas des propositions, un programme cohérent pour demain permettre véritablement de parler aux gens et de dire que, encore une fois, le Rassemblement national n'est pas une fatalité, et que s'ils veulent sanctionner Emmanuel Macron, qu'ils ne le fassent pas avec le vote Rassemblement national, mais qu'ils le fassent véritablement le 30 juin et le 7 juillet avec le vote Union de la gauche, le vote Front Populaire, je me reprends, lapsus, on est très fatigué. Ça s'appelle la fatigue. Désolé. C'est ce vote-là, c'est cette arme-là qui vous permettra aujourd'hui de sanctionner Emmanuel Macron. Et donc voilà. Et en l'occurrence, la participation qui a l'air de monter en flèche, en tout cas dans je ne veux pas dire dans les prédictions, mais en l'occurrence quand on voit dans les commissariats, les gens, les files d'attente interminables pour faire des procurations, et les gens qui aimeraient potentiellement, en tout cas comme nous on le fait, appeler au dégel des listes électorales pour permettre des inscriptions, parce que beaucoup de gens ont été mal inscrits, ça potentiellement nous rassure sur un potentiel sursaut le 30 juin républicain, en l'occurrence on l'espère, contre le Rassemblement national et l'extrême droite, qui, encore une fois, je le disais, est une fatalité et qui ne défend pas les petites gens. En l'occurrence, leur bilan est plus que révélateur en la matière. Alors, on vit une séquence politique en France, une crise politique, parce qu'on peut prendre le mot de crise politique inédite. On sort d'une élection européenne, une dissolution, une nouvelle élection. On a entendu même si ça a été démenti par l'intéressé, des bruits qui ont couru autour d'une possible démission d'Emmanuel Macron, ce qui aurait rajouté beaucoup de travail d'ailleurs pour les journalistes. On va prolonger un petit peu. On partira pas en vacances. Allez, finalement, on n'est pas à plaindre. Et pour tout le personnel politique qui a quand même vécu une année très, très intense, on a l'impression d'une page qui se tourne, avec une certaine violence. On parlait de violence tout à l'heure, en tout cas dans le timing politique et dans la façon de faire de la politique aujourd'hui. On a les derniers sondages quand même qui je rebondis sur ce que vous disiez, je les cherche à l'instant, qui disent que la participation devrait augmenter. On parle quand même de 60% de participation, ce qui serait inédit depuis plusieurs années à cette élection législative, et on parle quand même toujours de 35% pour le Rassemblement national si l'élection avait lieu demain. Là encore, on est prudent, ça n'est que des projections, des sondages. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, Alexis Bouchard,
péril en la demeure. Est-ce que la République peut vaciller en un mot ? La République peut vaciller, c'est pour ça qu'on le répète, l'urgence est grave et c'est pour ça qu'on fait ce front populaire et ce front républicain. Pour autant, voilà, je vous le dis, il n'y a pas de fatalité et en l'occurrence, on reste très prudent. Déjà, d'une part sur les sondages à l'échelle nationale, mais d'autant plus quand il s'agit d'élections législatives et encore plus, je dirais, quand il s'agit d'élections législatives anticipées. Parce que là, on a sur tous les sondages qui vont paraître dans les prochaines semaines, dans les prochains jours et en l'occurrence dans les prochaines heures, ils arrivent déjà. Oui, ils arrivent déjà très nombreux. Hein. Voilà, c'est des scores à l'échelle nationale, des votes à l'échelle nationale. Mais en l'occurrence, c'est un scrutin tout à fait autre que l'élection européenne. Voilà, on va pas prendre le score à l'échelle nationale, on va regarder les rapports de force. En fait, circonscription par circonscription. Et il y a 2 tours, c'est un avec scrutin majoritaire, des sociologies différentes et surtout des reports de voix qui, du premier au second tour, puisque cette fois il y a 2 tours, qui pourront passer du tout au tout. Alors on sait pertinemment que voilà, dans des régions notamment où il y a eu la désindustrialisation, voilà, la fuite d'emplois vers potentiellement la Chine ou les pays d'Europe de l'Est, on sait pertinemment que le Rassemblement national va faire des scores élevés parce que les politiques successifs et les gouvernements successifs n'ont pas su répondre, disons, aux attentes de travailleurs, de gens qui souffrent aussi, je pense, dans le nord, dans l'est de la France, et peut-être dans une moindre mesure en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le vote Rassemblement national sera extrêmement fort. Mais en l'occurrence, si on peut parler de la Bretagne, qui est une terre historiquement modérée, mais qui a vu tout de même, à l'échelle nationale, en tout cas à l'échelle bretonne, le Rassemblement national arriver en tête, c'est une on peut laisser inédite, penser, même si le risque est grand sur un certain nombre de circonscriptions, que la digue va encore tenir et que les forces républicaines, en tout cas sur ce mode de scrutin, pourront avoir des scores plus qu'honorables. Et on l'espère, en l'occurrence, notamment à gauche. Je vous le dis, dans la recomposition et dans les tractations qui sont en train d'être négociées actuellement, pour vous dire un petit peu les choses, ce qui se passe dans les coulisses, on ne le dit pas, mais voilà, je vous le donne dans le mille. Il y a 2 groupes de négociations qui se font. On n'a pas le même temps qu'on l'avait en 2022 au moment de la constitution de la NUPES. Il y a un groupe qui est chargé de négocier les circonscriptions et un autre groupe qui est chargé de négocier le programme. Sur les circonscriptions, des échos que l'on a, et évidemment à prendre des pincettes parce que rien n'est signé et vous savez ce que c'est les rumeurs, ce ne sont que des rumeurs. Mais en tout cas, il y a des échos qui vont en ce sens et qui se recroisent. Donc on peut, en tout cas, des sources qui se recroisent. Donc on peut être amené à penser qu'on va se diriger sur ça. Des circonscriptions où notamment des candidats insoumis étaient investis en 2022. Voilà, les rapports de force ont changé. Vu, vous le disiez, les sociologies d'un certain nombre de circonscriptions, il est plus que probable qu'en fait, ce soit des candidats issus du Parti socialiste ou potentiellement des écologistes qui puissent être candidats sur un certain nombre de circonscriptions pour nous permettre d'avoir une majorité de gauche et demain gagner. En fait, tout est fait, tout est réfléchi pour permettre à ce que les forces républicaines, les forces de gauche puissent l'emporter sur ce mode de scrutin. Et donc, on sait comment ça marche. On a l'habitude des campagnes et nous sommes un gros appareil, le Parti socialiste. Et donc, il y a des stratégies qui se mettent en place pour nous permettre, non pas d'avoir une guerre d'ego, parce que là, on n'est pas sur une guerre d'ego, on est face à l'histoire. Pour sauver la République, on le disait, et donc on se donne les moyens, partout à gauche, tout le monde en est conscient, d'avoir le meilleur candidat, la meilleure force politique pour gagner circonscription par circonscription, j'en perds mes mots, et voilà, nous permettre demain la victoire. Alors, moi je veux vous entendre, Alexis Bouchard, sur 2 choses. On parlait de la Bretagne. Alors, première question, on a vu quand même Calac, le Centre-Bretagne, voter massivement pour le Rassemblement national. Calac, c'est pas anodin, il y a eu ce projet d'accueil de migrants, de réfugiés, de familles de réfugiés. Et deuxième question, vous l'aurez compris, à droite, c'est difficile aussi. Éric Ciotti a créé une forme de schisme, on pourrait le dire comme ça, en décidant d'allier le parti au Rassemblement national, provoquant des démissions en chaîne et puis un chaos assez indescriptible. Là aussi, on a une recomposition qui se met en place et qui montre un parti qui était déjà affaibli, qui vacille finalement. Et une troisième question, allez, je vous les livre comme ça. Voilà, troisième question, il nous reste peu de temps, sur la capacité à gouverner du Rassemblement national si demain Jordan Bardella poussait la porte de Matignon. Voilà, ces 3 questions. Effectivement. La première sur l'immigration. J'ai oublié d'y répondre tout à l'heure. Vous m'avez posé la question, j'y réponds maintenant, effectivement. Parce qu'on a tellement de choses à dire qu'on en oublie ce qu'on veut dire. Voilà, c'est très rapide aussi. Sur l'immigration, il n'y a pas de crise de l'immigration comme on nous aimerait laisser entendre. Il n'y a pas de crise civilisationnelle, il n'y a pas de vague d'immigration aujourd'hui sur le continent. La plupart de l'immigration en France, c'est une immigration intra-européenne, c'est-à-dire que ce sont des Allemands, des Italiens qui arrivent en France.
Première chose. Deuxième chose, parce que je dis ça très rapidement, c'est pour ajouter de la pondération au débat, parce que voilà, ça s'excite beaucoup dans tous les sens, et en l'occurrence, nous on préfère parler de crise de l'accueil, et en l'occurrence, le cas de Callac est un exemple criant. Si on veut accueillir dignement les réfugiés et faire en sorte que leur intégration, parce que c'est ça l'enjeu, c'est l'intégration, se passe bien pour toutes et tous, y compris même voilà, ceux qui peuvent habiter dans des villages, dans des territoires un peu plus reculés, qui peuvent prendre peur à l'idée d'avoir voilà, des nouvelles personnes arrivées sur leur territoire. On leur dit que ces gens-là n'ont pas choisi de quitter leur maison. C'est toujours un choix douloureux de quitter son territoire, de quitter son pays. Et notre dignité, notre solidarité voudrait que la Bretagne, en l'occurrence, a toujours été connue pour son hospitalité, voudrait qu'on les accueille dignement. Et les accueillir dignement, c'est pas leur donner nos emplois, nos femmes et nos gosses, comme certains à l'extrême droite voudraient en fait nous laisser entendre. C'est permettre d'avoir un travail et surtout de leur permettre d'accéder aux droits pour avoir un logement, pour pouvoir emmener leurs enfants à l'école, enfin juste en fait les droits les plus primaires humains quoi. Et donc nous ce qu'on va porter aussi au cours de cette campagne, ce qu'on portait déjà aux européennes, mais ce qu'on va remettre sur la table pour les législatives anticipées, c'est un retour d'une politique digne en ce nom sur la question de l'intégration et de l'accueil. Deuxième chose sur LR qui tombe dans les bras du RN, j'ai envie de vous dire, les Républicains devraient changer de nom déjà, et moi en l'occurrence pour avoir échangé avec un certain nombre d'entre eux, puisque on en connaît localement évidemment, je pense voilà dans mon petit village j'ai mon ancien maire LR qui me disait son désarroi de voir le Rassemblement national en tête dans ma petite commune à Saint-Uniac. J'ai pas eu le temps de la voir depuis, mais lui doit être complètement dépité de la situation et notamment de l'annonce hier d'Éric Ciotti de potentiellement avoir un accord de gouvernement avec le Rassemblement national. Moi, je dis à toutes les bonnes volontés et tous les militants républicains dont les voix s'élèvent, et notamment beaucoup en Bretagne, qu'ils restent dignes du combat de Jacques Chirac, du général de Gaulle et toutes les figures qui ont traversé leur parti, et que la posture d'Éric Ciotti, on le comprend, n'est pas celle d'une majorité de militants, et donc tous les républicains qui effectivement voudront potentiellement relever leur parti, bien qu'on ait des différences et que on combattra toujours leur projet. Là, la situation est telle que nous soutiendrons effectivement les sincères, les républicains qui voudront porter haut et fort leur projet et qui voudront se monter une digue, en tout cas faire le barrage contre l'extrême droite face à Éric Ciotti. On les appelle évidemment à défaut de quitter leur parti, en tout cas de faire en sorte de virer Éric Ciotti. Je sais qu'il y a un bureau des Républicains qui se réunit ce matin. On verra ce qu'il en est, mais en l'occurrence, Éric Ciotti, voilà, est une ordure, on peut le dire, et n'a plus rien d'antifasciste et de républicain. Sur le gouvernement RN, là, je voulais en venir aussi sur notamment sur la question de l'immigration. En fait, le RN nous fait de beaux discours et nous dit que, en gros, il va tout régler d'un claquement de doigts. Le rassemblement, les partis d'extrême droite sont déjà au pouvoir dans un certain nombre de pays. Je pense notamment à l'Italie avec Giorgia Meloni. Giorgia Meloni qui voulait absolument faire une double frontière un peu floue comme le proposait Jordan Bardella, avec à l'arrêt de l'immigration, disait-elle, massive sur son pays. En fait, 6 mois après son arrivée au pouvoir, elle appelait déjà à régulariser des migrants pour, dans les secteurs stratégiques, notamment dans les entreprises italiennes, avoir des travailleurs qui puissent aussi faire tourner l'économie. En fait, si aujourd'hui on empêche un certain nombre de migrants d'arriver sur notre territoire, en tout cas si on les empêche, je le rappelle encore une fois, ce n'est jamais un choix de leur part de venir chez nous, c'est simplement un instinct de survie. On sera peut-être amené, on n'a pas parlé mais la montée des populistes en Europe et dans le monde avec l'arrivée de Donald Trump, on n'est jamais à l'abri avec les délires de Poutine d'arriver à une guerre sur notre continent. Peut-être que demain ce sera nous qui serons obligés en fait de partir de chez nous, et vous verrez que c'est un déchirement au cœur, et on espérera bien que nos voisins nous accueilleront avec dignité et solidarité. Mais en l'occurrence, le Rassemblement national, et j'arrête là, promis bientôt, a montré que, en l'occurrence, quand il est aux responsabilités au Parlement européen, il est absent, il ne fait rien, il vote contre l'augmentation des salaires, et je vous le disais, tout ce qu'il y a au début de cette campagne. Leur extrême droite dans les pays européens fait machine arrière et trahit ce pourquoi il a été élu. Et donc vous êtes prévenus pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet. Si vous votez Rassemblement national, attendez-vous à être trahis, franchement. Et donc le Rassemblement, encore une fois, votre arme contre la politique d'Emmanuel Macron, et pour tous ceux qui se sont sentis méprisés par les gouvernements de gauche et de droite ces dernières années, c'est le vote Front Populaire, Front Républicain, Union de la gauche que vous pourrez avoir et pour mettre enfin cette majorité de gauche au Parlement. Voilà. Alexis Bouchard, secrétaire national des jeunes socialistes, était avec nous ce matin. On est très pris par le temps. Merci infiniment. Merci en tout cas. D'être venu au micro de la matinale, et belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.